Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le Rwanda célèbre ce mardi 4 juillet le 29e anniversaire de sa libération et entre autres ses réalisations dont la population s'émerveille. C'est le programme de la mutuelle de santé que le gouvernement a mis en place pour que chaque citoyen puisse avoir accès aux soins médicaux à temps et à un prix abordable. Le point avec Hassim Youssef. En 2005, le Rwanda a officiellement lancé le programme de mutuelle de santé afin d'aider les citoyens très nécessiteux à avoir accès aux soins médicaux. Au fur et à mesure que les moyens du pays augmentaient, plus le gouvernement disposait des fonds pour appuyer le programme de mutuelle de santé afin de réduire le nombre des Rwandais qui perdaient la vie parce qu'ils n'avaient pas de moyens pour payer les soins médicaux. Mutuyimana Alice habite dans le secteur de Gahanga en district de Kichukiro. Elle est parmi les citoyens dont le programme de mutuelle de santé émerveille et admet qu'il est apparu en tant que solution pour la population nécessiteuse. Le directeur adjoint du centre de santé de Gahanga, Hawanabakize Jean-Claude, dit qu'il félicite le programme de mutuelle de santé parce qu'il a aidé tous les citoyens à avoir accès aux soins médicaux. L'Office rwandais de sécurité sociale, RSSB, indique que son souci majeur est de permettre aux Rwandais de pouvoir se faire bien soigner et de mieux gérer les cotisations des membres. Niko bimeze niko mituweli imeze n'ubwisungane mu kwivuza abantu barisungana kandi buri wese akazana imbaraga afite. La mutuelle de santé, c'est l'entraide et la complémentarité où chacun apporte sa contribution selon les moyens dont il dispose pour partager les remboursements de dépenses médicaux. Le fait que nous disons qu'ils sont nombreux, c'est parce que nous n'exigeons pas plus que les moyens de chacun, mais une fois à l'hôpital, tout le monde a besoin de bons soins, même si on a cotisé peu d'argent. C'est cela le sens de la mutuelle de santé. Actuellement, pas moins de 2 millions de personnes sont appuyées par le gouvernement parce qu'ils sont en situation de précarité. Il y a beaucoup d'autres qui payent 3 000 francs et peu nombreux qui payent 7 000 francs. Cela fait plus de 10 ans et nous sommes en train de voir comment procéder à une réforme malgré les situations auxquelles le pays a été confronté, telles que le Covid, la guerre en Ukraine et la hausse des prix au marché. Mais le moment est venu pour que ceux qui n'ont pas de moyens soient appuyés, mais que ceux qui en ont plus puissent augmenter leurs cotisations. Le gouvernement a certes apporté sa contribution et 12 ans après que les membres aient bénéficié des bienfaits de la mutuelle de santé, qu'ils puissent augmenter leurs cotisations. Les gens ont constaté que lorsqu'on va à l'hôpital sans la mutuelle de santé, on rembourse beaucoup plus que lorsqu'on a payé la cotisation. Le ministère de la Santé indique que depuis 2015 qu'il a été confié à l'Office rwandais de sécurité sociale la gestion des cotisations des membres du programme de la mutuelle de santé. La participation à la cotisation a augmenté, passant de 82 à 95% cette année, ajoutant que le taux de mortalité infantile a diminué, passant de 33 à 12 pour 1000, alors que celui des mères lors de l'accouchement est passé de 203 à 97 pour 1000, l'objectif étant de réduire ce taux jusqu'à 3 pour 1000 à l'horizon 2050. Les habitants, tout comme les visiteurs et ceux qui effectuent des affaires dans la ville de Huye indiquent qu'au cours de 29 années depuis la libération du pays, il y a eu beaucoup de changements positifs dans les infrastructures, notamment les routes et les bâtiments qui ont contribué au développement du pays et de la population en général. Kassim Youssef. Au cours des 29 dernières années, 11 km des routes goudronnées ont été construites dans la ville de Huye. Ceux qui utilisent ces routes disent qu'elles leur ont beaucoup facilité la tâche. Nous avions auparavant des mauvaises routes, il n'y avait pas de panneaux de signalisation, mais maintenant les routes sont excellentes et on en construit encore plus avec des passages pour les piétons. Nous sommes très reconnaissants. Dans la ville de Huye, divers bâtiments commerciaux sont achevés et d'autres sont en construction.
Ceux qui font du business dans cette ville admettent que cet accroissement des infrastructures a permis que quiconque ait besoin de faire des affaires trouve facilement un emplacement. Murekatete Francine, présidente de la coopérative Ingenzi Zarouye, qui a récemment achevé son deuxième bâtiment commercial dans la ville de Rouye, dit qu'ils n'ont plus peur de faire des investissements et qu'ils prévoient d'autres projets de développement. Parmi les objectifs de la coopérative, il y a la construction d'autres bâtiments commerciaux et des logements. Tout cela est un plan en cours et en soutien à l'administration du district et aux dirigeants de notre pays en insistant sur les entrepreneurs pour qu'ils rêvent plus grand et coopèrent. Nous pensons réussir à mettre ce programme en œuvre. Le district de Rouye indique que les routes construites, les hôtels, les bâtiments commerciaux et d'autres infrastructures telles que le stade sont des réalisations dont, au cours de ces 29 dernières années depuis la libération, on peut être fier. Les citoyens ont continué à développer cette ville en se basant sur le plan directeur et nous en sommes reconnaissants. Rouye devient une ville propre et sûre avec des infrastructures de base pour les citoyens et les visiteurs. Nous apprécions la collaboration avec les différents partenaires et les infrastructures mises en place sont rendues productives par des entrepreneurs et à un rythme soutenu. La ville de Rouye fait partie des civils secondaires à la ville de Kigali. Sa population est de 79 744 habitants, soit 20,9% des 381 900 habitants de tout le district de Rouye. Les stratégies nationales de transformation NST1 prévoient qu'en 2024, la population des villes devrait être de 35% de tous les Rwandais. L'église ADPR au Rwanda souhaite ramener l'image, la qualité d'éducation que leur établissement scolaire avait à la base. C'est à l'occasion de la célébration de 75 ans d'existence d'ADPR en fonction dans le domaine d'éducation en primaire et au secondaire. Une très grande contribution pour l'éducation au Rwanda. Il y a donc 75 ans que l'ADPR a ouvert l'école primaire de Nyakabwende dans le secteur de Nyakabuye et a la première école secondaire était le groupe scolaire de Gihundwe qui existe depuis les années 50. Les deux écoles se trouvent dans le district de Rusizi. L'ADPR s'est investie dans le domaine de l'éducation et a augmenté le nombre d'écoles qui actuellement se compte à 316 écoles primaires et secondaires dans tout le pays, dont 66 dans le district de Gihundwe. Toutes les écoles donc comptent 3417 enseignants et 54 511 élèves. Le révérend pasteur Eugène Rutagarama a déclaré qu'en tant qu'Église, il voit qu'il y a encore un long chemin, qu'ils veulent donc avoir une éducation de qualité et contribuer dans le domaine de l'éducation au Rwanda. Pour clôturer la semaine d'enseignement, l'Association des Églises de Pentecôte du Rwanda a récompensé 11 élèves de la 6e année de l'école primaire et ceux de la 3e année du secondaire qui ont été excellents dans les tests préparés par ADPR dans tous les établissements scolaires partout sur le territoire national. Les réfugiés hébergés par le Rwanda se réjouissent du projet d'assistance et d'autofinancement dont ils bénéficient dans les camps. Ils souhaitent tout de même que les pays d'origine, la communauté internationale s'investisse davantage pour leur retour au bercail. Jean Damascène Manchim pour le reportage. Ils sont plus de 125 000, les réfugiés hébergés par le Rwanda dans 5 camps à travers le pays. Plus de 59% d'entre eux sont des ressortissants de la République démocratique du Congo et plus de 40% des Burundais. Dans les camps, les réfugiés tentent d'améliorer leur bien-être avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés et du gouvernement rwandais. Ils ont initié des projets d'appui à l'autofinancement des réfugiés
et ces derniers développent des activités génératrices de revenus. Il y a beaucoup de réfugiés qui font des affaires au Rwanda. Ils en ont droit. Les réfugiés font des affaires dans les districts où ils vivent. Quand on cohabite avec quelqu'un, on partage les services de base comme l'alimentation en eau, les services éducatifs, les services sanitaires, les marchés, les routes. Vous vivez dans un même environnement. Nous avons initié ce projet pour alléger la pression des réfugiés sur la population locale. Dans les camps de réfugiés, les enfants constituent une bonne partie des occupants. Ils ont une école et comme les nationaux, ils jouissent de programmes divers comme celui de l'alimentation scolaire. La vie des enfants réfugiés dans les camps n'est pas du tout misérable. Ils vivent dans les mêmes conditions que les nationaux de notre école. Quand on distribue le matériel scolaire, on le fait de la même façon pour les Rwandais et pour les réfugiés. Même si les réfugiés sont assistés par le HCR, le gouvernement rwandais et d'autres organismes, ils souhaitent tout de même que la communauté internationale se mobilise davantage et plaide pour le retour dans leurs pays respectifs. Nous avons fui à cause de l'insécurité. Moi, j'ai fui en 2016 et je pense que rien n'a changé. Le Rwanda a vécu la même situation dans le passé, mais il est sécurisé aujourd'hui. Que notre pays, le Burundi, fasse de même, ainsi nous rentrerons. Nous demandons à la communauté internationale de plaider pour nous, les démunis, en fait de rentrer chez nous. Même si le Haut Commissariat pour les réfugiés promet une assistance continue à ces réfugiés vivant au Rwanda, il déplore tout de même la persistance des handicaps au retour des réfugiés dans leur pays. En fait, ce que nous souhaitons, c'est vraiment une solution durable pour la question des réfugiés. Et la solution durable, c'est le rapatriement des réfugiés dans leur pays, le rapatriement volontaire. Pour le Burundi, la situation s'est améliorée et les gens peuvent partir. Pour les réfugiés congolais, la plupart viennent de l'Est de la République démocratique du Congo. Et une zone qui n'est pas encore totalement stable. Dans cette condition, il sera difficile d'organiser un rapatriement. À part plus de 125 000 réfugiés, le Rwanda abrite depuis septembre 2019 les migrants venus de Libye au terme d'un accord entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Union africaine et le gouvernement du Rwanda. Jusqu'à présent, plus de 1200 ont été accueillis et plus de 600 d'entre eux ont déjà trouvé des pays d'accueil. Place maintenant à ceux qui suivent de près les procès des présumés génocidaires sur le sol français qui estiment qu'il devient de plus en plus difficile d'organiser ces procès à des milliers de kilomètres du Rwanda, 29 ans après les faits. Jean Damascène, Manchimi nous fait le point. La Cour d'assises de Paris a condamné ces semaines le 6e Rwandais pour génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Il s'agit de l'ancien gendarme de Nyanza, Philippe Ateitimana, qui a écopé d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Que représente un tel procès 29 ans après les faits? Écoutez, juger un procès comme ça 29 ans après les faits, ce qui nous le permet, c'est l'imprescriptibilité de ces crimes. Ils sont imprescriptibles tellement ils sont graves. On parle du crime des crimes, le génocide. Et donc, on part du principe qu'on peut les juger, quel que soit le délai qui s'est écoulé. Alors, matériellement, effectivement, ça peut présenter des difficultés. Surtout parce qu'on est dans un procès dans lequel la matière première de la preuve, c'est le témoignage. Et on sait que la mémoire des gens, très longtemps après les faits, peut présenter certaines difficultés. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on entend quand même beaucoup de personnes. Ce qui importe, en fait, c'est d'avoir suffisamment de cohérence entre les différents témoignages pour avoir des éléments qui vont nous permettre d'avoir des certitudes. Même si un témoin en particulier va avoir oublié certaines parties des faits qu'il a vécu pendant le génocide, du fait aussi qu'il soit traumatisé par ce qu'il a vécu, parce que c'est une période qui était extrêmement violente. Donc il y a des mémoires qui sont plus ou moins conservées avec ces éléments-là. Même si un témoin a oublié certains faits, on remarque quand même chez chacun, quand il évoque son récit, des souvenirs très présents. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est extraire de chaque témoignage eh bien, ce qui est sûr, ce qui est établi, et de les recouper entre eux pour réussir à établir une vérité judiciaire. C'est vrai que de toute façon, ce sera de plus en plus difficile de juger, plus le temps passe, de juger des personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis.
Même si les témoignages pris isolement peuvent présenter des difficultés du fait que la mémoire humaine peut s'éroder au fil du temps, on arrive à recouper tous ces témoignages entre eux et établir certaines certitudes. Pour y parvenir, la Cour peut également faire recours aux psychologues qui parlent des spécificités de la mémoire traumatique. Les gens qui ont été traumatisés peuvent avoir certains souvenirs qui ont été refoulés et qui ne vont pas réussir à ressortir tels quels, des périodes de leur existence pendant le génocide qui sont très floues, mais la mémoire traumatique fait aussi qu'ils vont avoir parfois ce qu'on appelle une hypermnésie, c'est-à-dire se souvenir très très bien de certaines choses qu'ils ont vues, de certaines choses qu'ils ont entendues. Et ça, leur mémoire va le garder très frais, même si on est 30 ans après les faits, parce que c'est une mémoire traumatique de choses qu'ils ont vécues dans leur chair, dans leur corps, et qui va rester très présente dans leur mémoire. D'autre part, les observateurs avisés estimaient qu'une telle justice si lente a tendance à profiter plus aux accusés. Nous, ça fait des années et des années qu'on dénonce à la fois les lenteurs de la justice, à la fois le manque de moyens mis au service de cette justice. Le problème, c'est que le temps perdu ne se rattrapera pas et qu'un certain nombre des personnes contre lesquelles nous avons déposé des plaintes ne seront jamais jugées. Le temps qui passe, on le dénonce de manière assez régulière, même si ces crimes sont imprescriptibles. Le temps qui passe fait qu'il y a des témoins qui sont morts, des rescapés qui sont morts, et puis les accusés aussi, eux, peuvent mourir avant d'être jugés, avant que la justice ne passe, et certains vont disparaître alors même qu'aucune décision judiciaire ne sera prise à leur égard. Bien sûr, la justice qui prend trop de temps, c'est un problème pour les victimes et pour les rescapés. D'après le collectif des partis civils pour le Rwanda, un bon nombre de présumés génocidaires devraient comparaître devant la justice française. Et déjà avant la fin de 2023, le procès d'un 7e Rwandais devrait s'ouvrir devant la cour d'assises de Paris. Merci de rester fidèle à la télévision rwandaise. Place maintenant à l'actualité internationale pour parler tout d'abord. Donc, à Changsha s'est tenue la 3e exposition économique et commerciale Chine-Afrique. C'est à l'est de la Chine et le but de cet événement est de favoriser les échanges commerciaux. Le récit d'Africa News. C'est à Changsha, à l'est de la Chine, que s'est tenue la 3e exposition économique et commerciale Chine-Afrique. Le but de cet événement, favoriser les échanges commerciaux entre Pékin et le continent africain. Cette année, 8 pays sont invités d'honneur, le Bénin, la RDC, Madagascar, le Malawi, le Maroc, le Mozambique, le Nigeria et la Zambie. La coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique s'est élargie, passant du commerce traditionnel au domaine numérique, écologique et financier. L'importation de produits agricoles en provenance d'Afrique présente un grand potentiel de coopération. Tous ces éléments ont fortement encouragé le développement de la coopération entre les deux parties. Depuis la première édition en 2019, la Chine a augmenté ses importations en provenance d'Afrique. Les clients chinois en général sont de très bons partenaires car ils sont proactifs et veulent faire des affaires. Nous pouvons transférer ces compétences de la Chine au Mozambique pour l'Afrique en général. Les équipements et les machines chinoises contribuent à aider les Africains à innover et à créer des entreprises et à améliorer leur vie et à la rendre plus agréable. L'expo a permis la signature de 216 documents d'un montant de plus de 43 milliards de dollars. Clôturons avec l'ambiance de libération. Certains jeunes, nés pour la plupart après 1994, la libération du pays, son développement et la sécurité qui règne est un signe d'encouragement pour eux afin qu'ils puissent travailler davantage pour participer au développement du pays dans son ensemble. Le récit de Patrick Nilidandi. Ouachou Grace est une jeune femme âgée de 30 ans. Elle a déclaré au micro des Arabiers qu'après avoir obtenu son diplôme universitaire, le premier emploi qu'elle a exercé lui a donné l'idée de créer sa propre entreprise et son projet a réussi. Comme beaucoup d'autres jeunes qui travaillent dans différents secteurs, ils disent qu'ils sont reconnaissants d'être actuellement dans un pays sûr, ce qui les incite à travailler dur et vouloir améliorer la qualité de leurs prestations. Le ministère en charge de la jeunesse a récemment lancé un grand projet appelé Haguka,
qui devrait fournir un emploi à 100 000 jeunes rwandais d'ici 4 ans. Le ministre de la Jeunesse a indiqué que les jeunes devraient savoir quoi faire et être spécifiques dans leur choix. Deux fois, les gens ont des idées dispersées, c'est-à-dire ils ont du mal à prendre une option et s'y maintenir. Ils attendent parler de ICT, de nouvelles technologies, eh bien, ils se lancent dans les nouvelles technologies. Après, ils entendent parler du secteur agricole, ils changent de cap. Et puis, ils voient qu'un individu a prospéré dans la musique, il se lance dans la musique. Mais pour réussir, il faut être spécifique, spécialiste dans un domaine et s'y maintenir. Un expert en statistique et développement communautaire, professeur à l'Université du Rwanda, Dr Ignace Kabano, affirme que la jeunesse est une grande force du pays, car ceux qui sont en âge de travailler sont productifs, donc les impôts sont également disponibles et utilisés pour les activités de développement. Les recensements de la population et de l'habitat réalisés en 2022 a montré que les Rwandais ont l'espoir de vivre longtemps, en bonne santé, car l'espérance de vie du pays a atteint environ 70 ans, ce qui signifie que la jeunesse d'aujourd'hui a encore beaucoup de temps devant elle pour servir le pays et son développement. Au Rwanda, 65,3% de Rwandais ont moins de 30 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avec toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.